bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une fois en Asie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous allons parler de notre ami Pikachu, et bien évidemment de la franchise Pokémon. La sortie du film Détective Pikachu est l'occasion rêvée pour parler un petit peu de la série animée, mais également des films qui en ont découlé. La série animée Pokémon en est désormais à sa 22e saison, et chaque année un film est produit, souvent en rapport avec la saison en cours. Toutefois, on remarquera que depuis quelques années ce n'est plus vraiment le cas. Qui dit 22 films dit bien évidemment une sélection, car je ne vais pas aborder tous les films Pokémon produits depuis 1998, cela serait beaucoup trop long et pas forcément très intéressant. J'ai donc opté pour une sélection de films en rapport avec les saisons que j'ai pu regarder lorsque j'étais enfant, soit les 5 premières. Puisque le contenu risque d'être un peu long, j'ai décidé de faire deux parties. La première se consacrera donc à l'animé et aux 3 premiers films, puis après nous irons sur divers films sortis après 2002. Donc si vous êtes prêts, remontons le temps en 1989 en compagnie de Satoshi Tajiri. En effet, en 1989, Tajiri fonde avec Ken Sugimori le studio de jeux vidéo Game Freak qui s'occupera par la suite des jeux Pokémon. Shigeru Miyamoto, grand ponte de Nintendo, à qui l'on doit notamment des jeux comme Donkey Kong ou The Legend of Zelda, suggère à Tajiri de se lancer dans un jeu pour le Game Boy. Tajiri repense alors à toute une époque où il faisait des collectes d'insectes. Le point de départ de Pokémon ou Pocket Monsters est tout trouvé puisqu'il s'agit de découvrir et collecter des créatures sur des territoires visités par le joueur. En 1996, Game Freak lance non pas un mais 2 jeux Pokémon au Japon, c'est-à-dire Pokémon Vert et Pokémon Rouge, qui seront 2 énormes succès sur Game Boy. À l'international, ce sera nettement différent avec 3 jeux sortis entre octobre 1999 et juin 2000, soit Pokémon Bleu, Pokémon Rouge et Pokémon Jaune. À l'heure actuelle, nous en sommes à 7 générations de Pokémon, soit des jeux sortis sur Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS et 3DS. En sachant qu'une 8e génération est en cours de gestation et sortira normalement en fin d'année sur 3DS. À cela, vous pouvez également rajouter tous les jeux qui n'ont absolument rien à voir avec les jeux vidéo classiques de la franchise. Les 2 Pokémon Stadium sortis sur Nintendo 64 où les Pokémon s'affrontaient en tournoi. Pokémon Puzzle League et son Tetris Pokémon sur Nintendo 64. Un jeu pas si éloigné de Pokémon Pinball, une sorte de flipper sur Game Boy Color. Pokémon Snap sur Nintendo 64 où vous devez photographier des Pokémon. Pokémon Colosseum sur GameCube où vous deviez remettre des Pokémon dans leur état normal suite aux méfaits d'une organisation secrète. Ou encore les donjons mystères où vous incarniez un Pokémon. Rien qu'avec les jeux vidéo, le business Pokémon est déjà assez spectaculaire. Et pourtant, on peut également rajouter les cartes à jouer, les consoles personnalisées, les autocollants, les jouets, les peluches, les jeux de société et bien évidemment la série animée. La série animée a commencé à être diffusée au Japon à partir d'avril 1997 et a très vite rencontré un grand succès. Toutefois, elle a vite été stoppée entre décembre 1997 et avril 1998 suite à un événement particulier. En effet, un épisode montrait nos héros, Sacha, Ondine et Pierre, confrontés à un monde digital où se trouvait notamment le Pokémon Porygon. Pour sortir de ce monde, Pikachu utilisait une de ses attaques électriques, ce qui a conduit à une séquence avec pas mal de flashs de couleurs. Ce qui n'était pas prévu en revanche est que des téléspectateurs japonais fassent des crises d'épilepsie après le visionnage de cette scène. D'où l'annulation temporaire le temps que le scandale se tasse. Toutefois, il est bon de souligner que cet épisode n'a jamais été rediffusé depuis, que ce soit au Japon ou à l'international où il n'a jamais été diffusé, et par ailleurs le personnage de Porygon n'a depuis pas beaucoup été utilisé à cause justement de cet épisode. Si la série n'a plus vraiment de problème au Japon, en revanche elle en a eu quelques-uns avec 4Kids, la société qui s'est occupée de la version internationale. Outre l'épisode précité et des épisodes résumés, un épisode a mis le feu aux poudres chez 4Kids. Il mettait en scène James, un des membres de la Team Rocket, se travestissant pour un concours de bikini, et il jouait avec ses nouveaux seins. Cela n'a pas trop plu à 4Kids, qui a décidé de supprimer cet épisode. Par ailleurs, 4Kids a supprimé d'autres épisodes jugés inadaptés pour un jeune public, un montrant un safari de Pokémon, l'autre Sacha avec une sorte de blackface. Pokémon est une série sympathique, et même si elle n'est pas toujours très intéressante, elle n'en reste pas moins attachante, surtout si comme moi vous l'avez connue dès le début de sa diffusion sur TF1 début 2000. Car il faut bien se remettre dans le contexte, Pokémon au début des années 2000 est un sacré phénomène. Même si vous n'avez pas joué au jeu, et c'était plus ou moins mon cas car je n'ai jamais aimé ce type de jeu, il se trouve que la série animée était très addictive. La structure narrative des épisodes est un point aussi positif que négatif. Positif car le téléspectateur n'a pas besoin de regarder assidûment la série et peut donc zapper quelques épisodes sans avoir des problèmes de compréhension. Négatif car on se retrouvait souvent avec les mêmes situations à chaque épisode. Prenons un schéma type.
Sacha va débarquer dans une nouvelle ville, va la visiter un peu, affronter un dresseur ou alors va capturer un nouveau Pokémon, puis il va affronter la Team Rocket qui finira dans le ciel, et Sacha partira pour de nouvelles aventures. Cela peut paraître un brin cliché, mais il s'agit bel et bien de la structure narrative de la plupart des épisodes de Pokémon, si bien que lorsque l'on sort de ce type de structure, on est plutôt étonné. À l'image de ce triple épisode catastrophe de la saison 1 où nos héros sont confrontés avec la Team Rocket à un naufrage façon Poséidon. Le groupe de personnages principaux se définit ainsi. Nous avons donc Sacha, le héros principal des 22 saisons, qui est toujours accompagné d'au moins 2 compagnons, en général un garçon et une fille, et le casting change régulièrement au cours de la série. Ainsi, pour ce qui est des compagnons de Sacha, nous avons Ondine, Pierre, Jackie, Flora, Max, Aurore, Iris, Rachid, Serena, Lem, Clem, Barbara, Nephi, Chris, Kwawe et enfin Lily. À ces personnages, on peut également ajouter Delia, la mère de Sacha, le professeur Chen qui donne son premier Pokémon à Sacha, Régis, petit-fils du professeur Chen et également grand rival de Sacha, la Team Rocket formée par Jessie, James et Miaous et dont le patron est Giovanni, et on peut également citer les infirmières Joël et les agents Jenny. Au vu du succès de la série, le studio en charge de la série, Oriental Light and Magic, décide de produire un long métrage. La réalisation est confiée à Kunihiko Yuyama, storyboarder sur des séries comme Juliette Je t'aime ou Sherlock Holmes, ou a officié notamment Hayao Miyazaki. Preuve de l'investissement considérable de Yuyama sur la franchise, il a réalisé tous les films entre 1998 et 2017, soit quand même une bonne vingtaine de films, et à cela vous pouvez également rajouter les courts-métrages qui servent d'avant-programme au film. Il est bon de souligner qu'au départ, Mewtwo vs Mew ou Mewtwo contre-attaque devait être la conclusion de la première saison, voire même la conclusion de la série, car les créateurs n'étaient pas sûrs de pouvoir continuer. Au vu de l'engouement, rien d'étonnant à ce que la série a continué. Toujours sur cet aspect de conclusion, la partie introductrice du film devait initialement se trouver dans la série, et on le remarque notamment par ce passage où Régis se retrouve à affronter Mewtwo, alors sous les ordres de Giovanni, le patron de la Team Rocket. Et enfin, comme il y a eu un décalage des épisodes suite à l'arrêt temporaire de la série, les créateurs du show ont privilégié le film en incorporant cette fameuse séquence introductrice, non pas dans la série, mais dans le film. Mewtwo contre-attaque permet également de définir la structure narrative des futurs films Pokémon. Ainsi, on va se retrouver avec un avant-programme plutôt léger avec Pikachu, puis une introduction qui va définir les grandes lignes du film, un générique qui va montrer Sacha souvent en train d'affronter un autre dresseur, et enfin les péripéties et la conclusion du film. Et les films aborderont en général des Pokémon légendaires. Comme je sais que vous aimez bien les choses qui fâchent, nous allons à nouveau parler de 4Kids. Si le studio avait été plutôt clément avec la série animée, dégageant surtout quelques épisodes, en revanche pour ce qui est des films, en collaboration avec les studios Warner et Miramax, ce fut une sacrée catastrophe. 4Kids ayant fait banqueroute à la fin des années 2000, il se trouve que c'est désormais Viz Media qui s'occupe de la traduction internationale, et par la même occasion on a eu également moins de problèmes, que ce soit sur la série ou alors sur les films après le 10e. Ainsi 4Kids nous a à peu près tout fait sur au moins les 5 premiers films, que ce soit des scènes qui sont charcutées, déplacées, ou alors tout simplement supprimées du métrage, quand ce ne sont pas des remaniements de dialogue qui entraînent un propos complètement différent, ou alors un dialogue qui n'a absolument rien à voir avec la vision initiale. À cela rajouter que 4Kids n'a pas utilisé les OST de Shinji Miyazaki sur les 3 premiers films, et a privilégié de nouvelles compositions. Contrairement aux films Digimon que l'on peut trouver facilement sur le net en version originale, les versions initiales des films Pokémon sont très difficilement trouvables en dehors du Japon. Si bien que si vous achetez un film Pokémon en vidéo, vous aurez tendance à ne trouver que la VF, soit la version traduite de la version américaine. En soi, Mewtwo contre-attaque, dans son montage américain, est déjà un bon film. Il présente Mewtwo sous une forme intéressante, puisque c'est un personnage qui est en quête de sa propre existence, et va donc essayer de chercher ses origines, ou alors tout simplement de créer son propre monde. Soit un monde composé de clones de Pokémon, lui-même étant un clone de Mew. Bien qu'atténuée par la chanson Brother My Brother, la séquence montrant les Pokémon en train de s'affronter mutuellement est assez intéressante dans la mesure où elle montre que la violence n'a aucun sens dans le film. On le comprend notamment lorsque le Pikachu de Mewtwo en vient à donner une série de baffes incessantes à Pikachu, au point justement d'en pleurer car il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait, et surtout le fait de manière tellement mécanique que ça en devient dramatique. Mais bien évidemment, si l'on se fie aux informations récoltées sur le net, la version japonaise est certainement meilleure. 4Kids et Warner se sont particulièrement acharnés sur l'introduction au point de dégager 10 minutes du film original. Heureusement pour nous, la version originale a fini par filtrer sur le net et autant dire qu'elle n'a absolument rien à voir avec la version tronquée des Américains. Commençons par la version japonaise. Le Dr Fuji est à la recherche de fossiles du Pokémon légendaire Mew, dans un pays qui semble être d'Amérique du Sud.
À un moment, Mewtwo finit par se retrouver dans un monde psychique où il rencontre 4 clones. Un Bulbizarre, un Carapuce, un Salamèche et également une petite fille nommée A2. A2 est en fait le clone de la défunte fille de Fuji, et Fuji a réussi à recréer sa conscience électroniquement au point de la voir apparaître comme une sorte de lumière dans le laboratoire. Contrairement à la version américaine où il apparaît finalement en coup de vent, Fuji apparaît comme un personnage suffisamment construit dans la version originale. Il apparaît peut-être que quelques minutes, mais en attendant, sa description dans la version japonaise est déjà beaucoup plus compréhensible. C'est surtout un homme brisé par la mort de sa fille qui a espéré retrouver une manière de la faire renaître et qui trouve un moyen de le faire grâce à Mewtwo. La version japonaise aide considérablement à comprendre la psychologie de Mewtwo, là où la version américaine va se contenter d'en faire un antagoniste. Qui il est? Est-il un simple Pokémon ou alors un être vivant à part entière? Est-il un clone ou alors beaucoup plus? Les événements avec A2 permettent un beau moment d'émotion, d'autant plus qu'il confronte Mewtwo pour la première fois à la mort. La version américaine va se concentrer sur l'exploration, le clonage, et va délaisser toute la partie avec A2 au point de perdre une grande part d'émotion du film. L'autre différence flagrante que l'on retrouve entre les deux montages tient sur une réplique de Mew. Lors d'une scène, Meowth traduit à Jessie et James les propos de Mew, sauf que ces propos n'ont absolument rien à voir d'une version à l'autre. Ainsi, dans la version japonaise, Mew disait « Quelle que soit la force avec laquelle vous vous fracasserez contre nous, soit les originaux et non les clones, les vrais ne perdront pas face à des copies. » Alors que dans la version américaine, il disait « Ça ne sert à rien de se battre, la force réelle des Pokémon vient du plus profond de leur cœur. » Soit d'un côté un discours particulièrement violent, et de l'autre le monde merveilleux des bisounours. Si le film a cumulé plus de 120 millions de dollars de recettes totales rien qu'aux États-Unis et au Japon, il se trouve que le score le plus intéressant concernant Pokémon le film n'est autre que celui de la France. Aussi incroyable soit-il, Pokémon le film est encore aujourd'hui le film japonais qui a le mieux marché en France, avec plus de 2 millions d'entrées. Un score que même Hayao Miyazaki n'a pu atteindre avec les plus d'1 million d'entrées du Voyage de Chihiro en 2002. Les raisons de ce succès absolument colossal pour le cinéma japonais en France, eh bien tout simplement parce que nous étions en pleine Pokémon Mania. Télévision, VHS, figurines, peluches, cartes à jouer, autocollants et plus encore, tout était là pour que Pokémon le film marche au cinéma et cela s'est confirmé. Le film a connu une suite sous la forme d'un téléfilm nommé Le Retour de Mewtwo. Il mettait en scène le Pokémon qui essayait de préserver les siens de la Team Rocket, bien aidé par Sacha et son groupe. En sachant que depuis le 12 juillet est sorti dans les salles japonaises un remake en CGI de ce premier film, soit Mewtwo Strikes Back Evolution. Le film est réalisé par 3 personnes, la première étant Yuyama qui fait son grand retour sur la franchise et réalise un remake de son propre film. Il est secondé par son successeur sur la franchise, soit Tetsuo Yajima, réalisateur du Pouvoir est en nous, mais aussi par Monotori Sakakibara qui a travaillé sur Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit en 2001. Donc à voir ce que cela donnera, mais ça a l'air d'être un sacré copier-coller du film original. Le Pouvoir est en toi, second film de la franchise Pokémon, sort au Japon en 1999 et arrive en France dans sa version remaniée en décembre 2000. En France, Le Pouvoir est en toi a nettement moins bien marché que le premier volet avec plus de 730 000 entrées face à des films comme Dinosaur des studios Disney ou Chicken Run des studios Hardman. Contrairement à ce qui s'est passé sur le premier film, 4Kids a été plutôt léger sur la censure, en dégageant surtout un court passage où Jackie panique à propos d'une potentielle bombe, ou alors des passages trop explicatifs. Le Pouvoir est en toi est un film assez différent de Mewtwo contre-attaque car il est avant tout un film d'aventure. Sacha doit rétablir l'ordre sur 3 îles où règnent des Pokémon légendaires en rassemblant 3 sphères à un même endroit. En changeant totalement d'ambiance par rapport au précédent film, Yuyama confirme qu'il peut renouveler l'expérience Pokémon au cinéma et permettre un bon film d'aventure avec une quête bien définie. Et ce, bien que l'antagoniste, soit le collectionneur, soit assez anecdotique. Au passage, même s'il s'agit d'une réorchestration, le score américain est plutôt pas mal, avec des morceaux trépidants et un morceau magnifique à l'ocarina. Le Sort des Arbitres, 3e film Pokémon, sort en juillet 2000 au Japon et en juin 2001 en France. On avait déjà remarqué que les scores américains et français du second film étaient moindres par rapport à ceux du premier film, mais ici c'est clairement la débandade. Aux USA, le film atteint péniblement les 17 millions de dollars de recettes, alors qu'en France il atteint à peine les 160 000 entrées. L'échec commercial du film, tout du moins en France, est certainement dû à la fin de la Pokémon Mania. Certes, la licence est toujours aussi populaire de nos jours, et elle l'était encore à l'époque, mais il se trouve que le marketing était beaucoup moins virulent en 2001 qu'en 2000. La preuve, si les 2 premiers films étaient considérés comme des gros événements, le 3e est sorti un peu en catimini entre Pearl Harbor de Michael Bay et Lara Croft Tomb Raider de Simon West.
Après cette débâcle et la sortie vidéo du retour de Mewtwo, rien d'étonnant à ce que la Warner lâche l'affaire, laissant sa place à Miramax. A l'instar du premier film, le sort des Arby se révèle assez sombre, et ce dès les premières minutes. Ainsi, la petite Molly devient orpheline suite à la disparition de son père dans le monde des Arby, et sa mère est tout simplement partie du domicile conjugal. Cet abandon renforce l'isolement de la petite fille et la rend d'autant plus malheureuse et manipulable aux yeux des Arby. Saluons d'ailleurs le manque total de tact de la version américaine qui évoque simplement une disparition lors d'un voyage de recherche. C'est déjà plus mignon de dire cela que de dire que c'est une mère démissionnaire. Avec une introduction aussi intéressante et même un poil glauque, on aurait pu alors penser que le reste du film serait de la même teneur. Eh bien pas vraiment. Après l'enlèvement de la mère de Sacha, le film va perdre en intérêt et se résumer à une série de duels entre Entei et Molly, et Ondine, Sacha et Pierre. Même la Team Rocket fait de la figuration alors qu'elle était une aide pour les héros dans les précédents films, un statut qui malheureusement ne va pas changer des masses dans les films à venir. Le sort des Arby est donc un film assez décevant et le film suivant le sera encore plus. Donc voilà pour la première partie de cette spéciale Pokémon, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et bien évidemment je vous dis à la prochaine pour la seconde partie.